Bonjour, bienvenue sur Mediapart, bienvenue pour ce 4e rendez-vous de notre émission L'écho à contre-courant. Vous le savez désormais, c'est une émission que nous organisons en partenariat avec le collectif des économistes atterrés, ce collectif d'économistes dit hétérodoxe. Alors je dis hétérodoxe pour renvoyer à un livre récemment publié qui a organisé une partie des polémiques du mois de septembre. C'est le livre de deux économistes dits, eux, orthodoxes, Pierre Cahuc et André Zilberberg, qui ont publié un essai au Vitriol dénonçant le négationnisme économique. Alors ce livre a fait beaucoup de bruit, il a eu beaucoup de publicité, et nous on va plutôt s'attacher au cours de cette émission à en décrypter, à en démonter les ressorts et également les dangers, puisque c'est un livre qui assume la polémique et qui disqualifie parfois jusqu'à l'injure toute pensée un petit peu différente. Pour parler de ça, mais c'est-à-dire pour parler de ce qui est, de ce que peut être, de ce que doit être le pluralisme en économie, et bon, on va faire ça avec Laurent Mauduit, qui avait publié il y a quelques années un livre qui avait fait pas mal de bruit qui s'appelait Les imposteurs de l'économie, et qui ciblait justement un certain nombre de ces économistes orthodoxes. Et puis notre invité est Mathieu Montalban. Vous faites donc partie du collectif des économistes atterrés et vous êtes enseignant à l'université de Bordeaux. Alors, Mathieu Montalban, si j'ai bien compris, la réaction des économistes atterrés, c'était de dire on ne va pas se lancer dans une polémique bas de gamme avec Cahuc et Zilberberg, et il faut plutôt interroger cette question du pluralisme en économie et d'expliquer comment l'économie n'est pas une science dure, mais est une science humaine, et donc doit prospérer et s'enrichir de ce pluralisme. C'est bien ça ? Oui, c'est un petit peu l'idée que l'on défend, c'est-à-dire que depuis les débuts de l'économie politique, en fait, il y a un courant dominant, ou des courants dominants d'ailleurs, puisqu'ils peuvent être... Ça a changé, puisqu'il y a eu l'économie classique, il y a les marginalistes, et puis il y a aujourd'hui l'économie mainstream qui est héritière de l'économie néoclassique. Mais il y a toujours eu en fait des courants, entre guillemets, dissidents, et qui avaient cette fonction de, si je puis dire, il y a une espèce d'écologie en fait du mouvement des économistes qui forçait, si je puis dire, l'économie mainstream à se questionner, puisque par exemple la révolution keynésienne a obligé ce qui était le début de la macroéconomie néoclassique à revoir ses standards, si je puis dire, parce qu'elle mettait en avant des mécanismes qui n'avaient pas été vus, remettait en question des causalités. Et on voit bien qu'il y a, en fait, dans le champ de la théorie économique, une nécessaire concurrence, peut-être pas libre et non faussée, mais en tout cas une concurrence libre entre paradigmes pour permettre, si je puis dire, un progrès de la science, entre guillemets. Alors la particularité de l'économie, effectivement, c'est qu'on a un objet qui est complexe. C'est qu'il y a des multiples facteurs qui influencent les comportements humains. On a des phénomènes qui sont parfois marqués par des irréversibilités, par le rôle de l'histoire, par les contextes géographiques et politiques, qui peuvent affecter, si je puis dire, les lois économiques que l'on aurait mis en avant sur le plan logique. Typiquement, la méthode standard, en tout cas celle qui a été le plus utilisée pendant ces 50 dernières années, consiste à construire des modèles logiques, parfaitement cohérents sur le plan formel, mais qui évidemment ne sont vrais que sous des conditions particulières. Or, toute la difficulté pour valider ces hypothèses, c'est de voir dans quel contexte elles sont vraies. Et parfois, il y a des contextes locaux qui vont contredire d'ailleurs la validité des conclusions qu'on aura tirées de ces modèles. Alors, Cahuc et Zilberberg, moi personnellement je ne vais pas leur rentrer dedans, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, mais prenons l'ouvrage et oublions la notion de négationnisme pour le moment, mais voyons le cœur de l'argumentation qui est sur science expérimentale. Donc est-ce qu'on va pouvoir faire de l'économie une science expérimentale? Alors qu'est-ce qu'on entend par là? C'est de dire on va pouvoir utiliser des méthodes empiriques, l'expérience si je puis dire, pour pouvoir dire si telle hypothèse ou telle autre est valide. Et ensuite il n'y aura plus de débat. Alors, évidemment, tout le monde, qu'on soit orthodoxe ou hétérodoxe, est d'accord. Essaie de valider empiriquement les hypothèses. Bien sûr, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que c'est un monopole, si je puis dire, de la théorie standard.
On essaie tous de le faire. Alors ça peut être en ayant recours à l'histoire, par exemple, très souvent. Ça peut être en ayant recours à ce qu'on appelle l'économétrie, qui est une méthode particulière de validation statistique. Ça peut être en ayant recours à des méthodes plus qualitatives, des entretiens semi-directifs, etc. Toutes ces méthodes ont des validités partielles. Aucune d'entre elles n'est parfaite. Parce qu'on a toujours des biais dans l'information, etc. Et surtout, la vraie question qui se pose pour l'expérimentation, c'est sa généralisation. On peut faire des expérimentations sur des domaines très ciblés, et c'est intéressant de le faire, d'en tirer des conclusions, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a trouvé une réponse sur un cas particulier, que ce cas particulier est généralisable. Oui. D'accord. Et le vrai problème, par exemple, l'expérimentation, c'est très compliqué à l'échelle macroéconomique. C'est très faisable pour des questions micro, mais pour des questions macroéconomiques, ça a posé tout un tas de difficultés. Est-ce que vous n'adoucissez pas la divergence ou l'opposition avec ce livre? Parce que tout de même, on est à la veille d'une élection présidentielle. L'économie, c'est, vous le dites bien, l'économie politique. C'est-à-dire, c'est la part de choix des hommes. Donc, c'est l'ouverture des possibles. Donc, c'est tout l'inverse de ce qu'a été la doctrine dominante du diktat Tina, there is no alternative. Et donc, des économistes, on pourrait attendre des sons de cloche différents. Et donc, ce livre arrive en ouverture de la campagne présidentielle pour dire il n'y a pas de débat possible. Est-ce que vous trouvez que je suis trop violent en disant ça? Disons que vu que l'ouvrage est lui-même violent, ne serait-ce que dans son titre, je pense qu'on peut vous suivre sur ce point-là. Et si je puis dire, plus généralement, il y a effectivement dans l'idée, alors si on regarde le fonctionnement du champ de ce petit microcosme des économistes, c'est vrai que les économistes dits mainstream, alors eux ils ne donnent pas d'étiquette, ils se considèrent comme les bons économistes, voilà, considèrent qu'ils ont raison. Donc ils ne comprennent pas qu'on puisse discuter un certain nombre de leurs résultats. Ils sont dans une bulle. Non, parce qu'il y a l'accusation de négationnisme, qui est quand même pas rien. Oui, la charge du mot est quand même pas importante. Et puis finalement, en filigrane, ça revient à dire, finalement, c'est pas une question orthodoxe contre hétérodoxe, c'est les bons et les mauvais. Oui, nous sommes les bons, voilà, on a raison, on établit nos trucs, et les autres sont mauvais, ils ne comprennent pas. C'est même plus grave que ça, parce que tout de même, ils ont chassé de l'université, du corps des professeurs d'université, la plupart des économistes qui ne pensaient pas comme eux. Alors ça, oui, effectivement, ça c'est un processus qui est là aussi interne, si je puis dire, au fonctionnement même du champ des économistes, plusieurs du champ des scientifiques. Les scientifiques fonctionnent sur des critères qui sont les classements de revues, d'accord ? Le nombre de publications. Alors, Kayuke et Zilberberg disent qu'il faut qu'il y ait de la publication, ce qui est vrai, tout le monde dit qu'il faut de la publication. Il faut qu'il y ait un contrôle des pairs, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un contrôle des pairs. Personne ne dit qu'il ne faut pas de contrôle des pairs, je n'ai jamais entendu ça. Pour s'assurer que ce qu'on produit n'est pas une aberration. Et ensuite, le recrutement va se faire sur ce qui est censé être la qualité des publications. Ce qui est contesté par les paradigmes dominés, disons des choses comme ça, ou qui se vivent comme tels, ou qui sont vus par les autres comme ne devant plus relever de l'économie, c'est que, et d'une, la liste de ces publications, enfin, disons, des revues qui sont censées être valorisées est contestable, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de revues à comité de lecture qui sont mal classées pour de mauvaises raisons, si je puis dire. Et donc, si on élargissait, si je puis dire, ce champ de déjà de l'évaluation, déjà ça ouvrirait les portes. Et ensuite, quand vous êtes dans un processus vous êtes rapporteur anonyme, ou quand c'est vous qui allez faire le recrutement de vos collègues, même en ayant toute la plus grande bonne foi du monde, vous allez regarder des listes de publications A, B, C, vous voyez, et comme il y a plus de revues A qui sont dites mainstream, et que si vous utilisez une méthodologie qui est mainstream, vous aurez de fait plus de chances d'être recruté que si vous utilisez une méthodologie... Mais pour que ceux qui nous écoutent comprennent, je trouve la gravité de la situation, il faut avoir à l'esprit, je trouve, l'étude que la FEP, l'Association française d'économie politique, présidée par André Orléans, lequel est lui-même un atterré, donc en 2013, il publie une étude montrant quel est l'attachement en termes de courant de pensée
des professeurs d'université, ceux qui sont cooptés dans le corps des professeurs d'université, et l'étude, le résultat, c'était 84% ou 83% appartenaient au courant mainstream. Globalement, oui. Donc ça veut dire que vous êtes keynésien, vous êtes marxiste, vous êtes, je ne sais pas comment on peut décomposer les courants de pensée, dehors. Oui, de fait, pour passer, la vraie question, c'est le passage professeur, en fait. C'est-à-dire que c'est là où, effectivement, il y a un vrai blocage à recrutement. Et puis, il faut voir aussi qu'il y a des effets, si je puis dire, cumulatifs. C'est-à-dire que quand vous êtes professeur, vous pouvez avoir deux doctorants. C'est ça, oui. Et donc, vous, entre guillemets, vous reproduisez, si je puis dire, de façon élargie, pour employer un terme marxiste. Alors, ça veut dire que c'est quoi? C'est une pensée néolibérale qui a pris très nettement le dessus à l'université, parce que finalement, on est aussi dans des bagarres politiques ou dans des bagarres d'approche de la question sociale. Alors, évidemment que l'économie dite, enfin la science économique, aujourd'hui, ce qu'on disait avant l'économie politique, n'est évidemment... comme son nom l'indique, pas loin du politique. Et d'ailleurs, elle est née en tant que moyen de gouverner, en fait. Hein. C'était une science au service du prince qui s'est petit à petit autonomisée. Donc, c'est très difficile pour tous les humains, et y compris pour les économistes qui sont des humains comme les autres, de ne pas avoir de préférence idéologique. Et même avec toute la meilleure bonne foi du monde, c'est extrêmement compliqué de ne pas dire qu'on n'est pas biaisé. D'accord ? Alors, certains économistes, dont par exemple Kay Zilberberg, pensent qu'on peut, si je puis dire, montrer qu'on est parfaitement objectif par des méthodes, je vais dire, rigoureuses, entre guillemets, expérimentales. Je pense pour ma part qu'il faut qu'on soit quand même modeste, hein, et qu'on se dise, effectivement, il faut savoir d'où on vient, hein, et il faut savoir d'où on parle. Et ça me paraît quand même assez difficile de ne pas dire que la science économique n'a pas une fonction, entre guillemets, excusez-moi j'utilise un terme, performatif. C'est-à-dire que quand elle énonce quelque chose, ça risque de modifier le réel. C'est-à-dire que le seul fait, par exemple, c'est une chose qui sont très connues, mais le seul fait, par exemple, que certains économistes vont vous dire, eh bien, tel facteur va influencer les cours de bourse, les opérateurs des marchés vont prendre en compte cette information, et si, je ne sais pas, si on dit que c'est l'exemple des taches solaires, on va regarder les taches solaires, est-ce que ça influence les cours de bourse? Oui, bon, ben, alors on achète, effectivement, on a validé la théorie qu'on avait mise en place. Donc, ça veut dire que la science économique est toujours performative, mais vous voyez que c'est beaucoup plus difficile qu'en physique. En physique, vous énoncez des lois objectives, et l'atome ne va pas changer, si je puis dire, de fonctionnement quand vous énoncez la loi. Quand on est en économie, on a, entre guillemets, on peut avoir une influence directe sur le réel. Ce qui veut dire que c'est quand même très compliqué en termes de positionnement, de dire qu'on est complètement neutre, parce qu'on sait très bien qu'on va avoir Mais alors un effet. Justement, comment vous expliquez la violence de ce qui est finalement un pamphlet, le livre de Kay Zilberberg? C'est quoi? C'est le signe d'une difficulté, d'une fébrilité? C'est le signe d'un affrontement nouveau au sein de l'université, au sein des grands laboratoires? Il y a plusieurs choses. Je pense que... Alors, il y a d'abord le fait que l'économie mainstream se considère comme la seule légitime. Et que, effectivement, depuis la crise de 2007, effectivement, on écoute un peu plus les économistes qu'on n'écoutait pas du tout. Hein, et le collectif des économistes atterrés s'est effectivement constitué pour dire, bon, les politiques d'austérité, ça suffit. Hein, même le FMI commence à dire qu'il s'est trompé, donc il s'agit quand même qu'on nous écoute un petit peu plus, alors qu'on le disait depuis des années. Et donc, j'ai l'impression que c'est considéré comme une parole interdite, puisque nous n'avons pas, si je puis dire, enfin, c'est pas toujours vrai d'ailleurs, hein, Henri Sterdignac, membre des économistes atterrés, un très haut niveau de publication, mais du coup, ceux qui défendent ce point de vue-là sont de fait délégitimés. Et donc, ceux qui vont dire le contraire se sentent parfaitement légitimes pour dire qu'ils n'ont pas le droit de parler. D'accord ? Et alors après, il y a eu d'autres événements, effectivement. Un certain nombre des politiques économiques défendues par l'orthodoxie ne sont pas toujours mises en œuvre, d'accord ? Et parce que pour X et Y raisons, on se rend compte que des fois ça ne marche pas, ou en tout cas que certains acteurs combattent ces politiques, pour des raisons bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Et du coup, il y a une espèce de frustration chez le mainstream, dire mais pourquoi vous n'écoutez pas
ce que nous disions, nous avons la bonne parole, et donc vous devez nous suivre. Donc c'est aussi une adresse aux responsables politiques. Absolument, ouais, et aux médias aussi. Et aux médias. Et aux médias, alors, voilà. Ouais. Alors on va en venir, parce que justement, Laurent, on en parle régulièrement, c'est justement l'incroyable verrouillage dans les médias, en particulier dans l'audiovisuel public, de cette pensée économique et de sa traduction journalistique. C'est-à-dire que le pluralisme en termes de pensée et de recherche économique alimente un pluralisme de l'information. Or, aujourd'hui, le pluralisme de l'information en matière économique, il est des plus faibles. Oui, il y a en fait une histoire longue vue du côté de la presse, et c'est sans doute plus simple que dans votre domaine. Plus simple parce que moi je trouve que la presse économique, sa normalisation a été depuis longtemps beaucoup plus avancée que le reste de la presse. Il n'y a pas de culture d'investigation dans la presse économique française, et il y a assez peu de souci du pluralisme. Et ça s'est vu, je trouve, de manière spectaculaire à partir de la crise qui commence en 2007-2008. Et ce qui était spectaculaire, parce que dans l'espèce de tyrannie exercée par ce courant mainstream, les journalistes ont joué un rôle majeur. C'est-à-dire qu'ils ont promu, pour beaucoup d'entre eux, une dizaine ou une quinzaine d'économistes en France qui détenaient une sorte de monopole de l'expression publique, qui, au moment même où on découvrait que ces économistes, pour beaucoup d'entre eux, travaillaient secrètement pour des banques, pour des compagnies d'assurance, et donc étaient en conflit d'intérêts. Donc l'honnêteté de leur discours ou leurs propos pouvait être mise en doute. Et donc j'ai trouvé assez spectaculaire que ce monopole du débat public n'a pas été brisé. Au moment où précisément on s'est dit, tiens, leur prédication, il n'y a pas de crise possible, tout ça a été balayé par la crise et on avait besoin de repenser le monde. Et ce que dit François, l'allusion qu'il fait, moi, me marque profondément, c'est qu'on pourrait penser que dans l'audiovisuel public, ce soit un lieu un peu sanctuarisé, à l'abri de ces dérives, où on est à une sorte d'attachement à faire vivre, écouter la différence. Alors, parlons d'écouter la différence. France Inter, il y a un aspect quand même qui est stupéfiant. Le service public, France Inter, l'éditorial économique est fait tous les matins par un journaliste proche des milieux patronaux, qui travaille aux Échos. Pendant quelque temps, 1 jour sur 5, en face de lui, il y avait Bernard Maris. Et après l'assassinat de Bernard Maris, il y a eu Benjamin Correa pendant quelques temps. Ensuite, il a disparu, mais 1 jour sur 5, c'est la conception du service public. 5 jours sur 5, un néolibéral proche des milieux patronaux, et 1 jour sur 5, une petite voix dissidente. Mais si on fait le tour, l'économiste, l'éditorialiste de France Culture, c'est Philippe Manière, qui est un pamphlétaire ultralibéral très longtemps au Point et ensuite qui a travaillé pour une compagnie d'assurance. J'irai sur France Info, voilà. Et puis si vous regardez, c'est dans l'air, c'est la même chose. Donc je trouve que donc il y a eu une pétition, plutôt une déclaration signée par beaucoup de journalistes économiques que Mediapart a publié il y a 10 jours, qui s'appelait « Contre l'intimidation économique ». Alors, pas beaucoup, on a été une vingtaine à le signer, mais de beaucoup de rédactions, France Culture, France Inter, Libé, Le Monde, Mediapart, Marianne, voilà. Mais je trouve que, côté journaliste, c'est sans doute plus simple, mais c'est d'une urgente nécessité, défendre le pluralisme, parce que nous, c'est notre métier, produire des informations et faire vivre le débat public. À l'université, il avait été question de créer une nouvelle section qui aurait permis justement de promouvoir plus aisément des économistes hétérodoxes. Et puis cette idée a été abandonnée. C'était une section particulière au sein du Conseil national des universités. C'est une idée qui était contestée du reste, et contestée par certains économistes critiques, etc. Qu'en est-il? Ça a été abandonné? Ça a été aux dernières nouvelles, ça a été abandonné, ce qui ne veut pas dire que ça ne pourrait pas revenir. On peut dire la chose plus violemment, c'était torpillé par Jean Tirole. Oui, effectivement, la voix de Jean Tirole a fait basculer, disons, l'opinion de la ministre de l'époque. Alors, l'idée de cette création de nouvelles sections, pour nous, c'était de dire, bon, finalement, on n'arrive plus à se parler. Voilà. Donc, à un moment donné, si vous considérez qu'on ne peut plus se parler, on crée une nouvelle section et on arrête de se parler, effectivement. Personnellement, je me suis toujours dit, je préférerais qu'on puisse dialoguer
entre guillemets, tranquillement. Bon, dans les faits, les conditions d'un dialogue respectueux, égal, etc., sont de moins en moins bien remplies. Et donc, du coup, ça a produit les effets de reproduction et de domination qu'on a vu. Donc, eh bien, la seule solution qui nous reste, si je puis dire, c'est de demander la création de cette section. Alors, il faut savoir qu'il y ait plusieurs sections dans une discipline, ce n'est pas une nouveauté. Si vous regardez en biologie, il y a plusieurs sections. Si vous regardez en physique, il y a plusieurs sections. Bon, bref. Donc, en soi, ça n'avait rien de scandaleux, et cette demande a été considérée comme, si je puis dire, une déclaration de guerre, en fait, par le mainstream, et dire non, nous avons le monopole de la dénomination économiste. Si vous voulez, vous avez le droit de changer de section à condition que vous abandonniez l'étiquette économiste. En résumé, ce serait bien que, à la faveur du débat public que l'on va vivre dans les mois qui viennent, que la question du pluralisme, aussi bien dans vos disciplines que dans la presse, soit versée dans le débat public. Absolument. Merci Mathieu Montalban. À bientôt, on vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de l'Écho à contre-courant en partenariat avec les économistes atterrés. Merci.